Lorsqu'on essaye d'envisager la question de l'appréhension juridique d'une maladie, et tout particulièrement de la maladie dite d'Alzheimer, je crois qu'il faut toujours partir des faits. D'ailleurs, le droit sort toujours des faits. Qu'y a-t-il de spécifique? Parce qu'après tout, les juristes le savent bien, depuis longtemps, il y a toujours eu des phénomènes de détérioration des facultés cognitives. Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a un phénomène nouveau en l'espèce? C'est difficile de le savoir. Nous ne sommes que des juristes et les sachants sont les médecins spécialistes. Il semble cependant que ce qu'il pourrait y avoir de spécifique dans cette maladie, si on part des faits, ce serait d'abord la lenteur possible de l'évolution de celle-ci, la grande lenteur de l'évolution de celle-ci, le nombre croissant des malades, très très important, et puis aussi, de manière plus nouvelle, l'apparente possibilité de jeunesse des malades, la possibilité que cette maladie intervienne aussi chez des sujets jeunes, voire très jeunes. C'est dans cette perspective et avec ces trois traits d'originalité qu'il me semble que l'on pourrait envisager la question sous ses aspects juridiques. Alors, le droit, c'est la vie, c'est même la vie quotidienne, ce n'est pas seulement le contentieux, ce n'est pas seulement la pathologie. Il me semble cependant qu'il est seulement nécessaire de s'interroger sur les actes les plus graves, les actes les plus importants de la vie quotidienne, les ventes, les achats, les donations, les legs que l'on peut consentir, etc., beaucoup plus que les opérations tout à fait courantes. Alors c'est donc à propos de ce type d'acte, qu'il me semble intéressant de s'interroger sur l'existant et sur éventuellement le futur. Par ailleurs, il me semble que l'on doit rester dans l'esprit de la loi de 2007. La loi du 5 mars 2007 a réformé le droit de la protection des majeurs vulnérables, et cette loi a tenu à développer un principe d'autonomie. On essaye dans ce texte de maintenir le plus d'autonomie possible chez les majeurs, pour les majeurs malades. Et je crois que c'est une très bonne chose et qu'il faut rester dans ce cadre si l'on essaye de réfléchir à une évolution de la question. L'idée majeure qui doit demeurer dans l'esprit de tous, me semble-t-il, c'est que le majeur non protégé doit toujours et d'abord, et contre toute attente et malgré quelques pratiques dont on reparlera peut-être tout à l'heure, le majeur protégé doit nécessairement être présumé, non protégé doit nécessairement être présumé parfaitement, totalement capable dans tous les actes de sa vie juridique. En revanche, le majeur protégé, lui, peut être présumé vulnérable en quelque sorte dans de telles circonstances. C'est une idée générale, mais je crois qu'elle doit être rappelée systématiquement. Il faut faire œuvre de pédagogie en ce qui concerne cette nécessaire présomption de capacité de toute personne non protégée. Alors, est-ce que nos textes sont adaptés à la situation présente? L'article 425 du Code civil nous donne la définition d'une personne protégeable. Il nous dit: toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, toute personne dans cette situation, peut être protégée, peut être accessible à un système de protection. Alors, ce qui est ennuyeux dans cet article 425 du Code civil, c'est que pour bénéficier d'une protection à ce titre, il faut que la personne soit dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Il n'est pas évident qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer soit, en tout cas au début de la maladie et pendant un certain temps, soit dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Et c'est l'un des premiers problèmes qui me semble exister et qui pourrait peut-être mener à quelques réflexions quant à la définition de ce texte, et notamment si l'on essaye d'adapter les systèmes de protection à cette maladie. Ceci étant, j'engage tout un chacun à lire le Code civil. C'est le dernier code, c'est le dernier qui est encore lisible par tout un chacun, comme dans l'esprit de la codification napoléonienne. Et je crois que ces textes méritent d'être diffusés et méritent d'être lus.
par toutes les personnes intéressées. J'en dirai pas autant d'autres codes comme le Code général des impôts par exemple, mais le Code civil est encore lisible par tous et je crois que l'article 425 dont je viens de donner la lecture en est l'illustration patente. Alors, avant d'aller plus loin, il faut enfin, à mon sens, dire qu'il y a de nombreux intérêts en jeu, des intérêts différents, parfois des intérêts divergents. Il y a les intérêts de la personne elle-même, du malade, ses intérêts patrimoniaux, ses intérêts personnels, extra-patrimoniaux, voire strictement personnels, comme l'on dit parfois. Et puis il y a aussi les intérêts des proches, les intérêts de la famille, les intérêts des descendants, là encore leurs intérêts patrimoniaux, mais aussi éventuellement leurs intérêts moraux. Et tout ça doit être rendu compatible par le législateur et ce n'est pas toujours une tâche aisée. Alors, face à ce constat et en fonction des idées générales que je viens de présenter, quelles sont les solutions existantes qu'offre le droit français pour l'instant lorsque l'on se trouve dans une situation telle que celle d'une atteinte par la maladie d'Alzheimer? Quelles sont les solutions existantes? Et puis ensuite, eh bien, on essaiera de faire un peu de prospective. C'est un plan qui n'est pas très original, mais qui a le mérite, je crois, de l'efficacité. Alors d'abord, l'existant avant la prospective. Les solutions existantes, je crois qu'on peut les évoquer en 6 points successifs. D'abord, la situation du majeur qui n'a pas de protection, qui n'a aucune protection. Encore une fois, c'est la pleine capacité. Et il faut le répéter. C'est la pleine capacité avec la possibilité, selon les règles classiques du Code civil et du droit des contrats, avec la possibilité éventuellement de remettre en question certains actes lorsqu'il y a ce qu'on appelle la preuve d'insanité. Insanité, ça n'est pas un vilain mot, c'est simplement effectivement l'expression juridique d'une difficulté d'expression de la volonté. Lorsqu'il y a preuve d'insanité d'un acte, eh bien effectivement, on va pouvoir le remettre en question. L'originalité, c'est que la jurisprudence, dans certaines hypothèses, les juges ont accepté de renverser la charge de la preuve. Il est effectivement assez difficile de prouver qu'une personne n'était pas dans son état, j'allais dire, normal, intellectuellement parlant, au moment de l'acte. Et donc, les juges ont estimé que si l'on parvenait à établir que la personne avait un comportement anormal, quelque temps avant et quelque temps après le contrat passé, eh bien, on pouvait présumer que cette personne était effectivement insane au moment de l'acte. Et à ce moment-là, c'est à celui qui veut démontrer que la personne avait sa pleine lucidité au moment de l'acte de démontrer cette lucidité, ce qui est extrêmement difficile. Et l'on voit bien que par ce biais, les juges protègent le patrimoine de la personne, mais aussi peut-être le patrimoine familial, contre un tiers qui aurait pu essayer de profiter de la faiblesse ou de la maladie en passant un contrat particulièrement lésionnaire à l'égard du malade. Donc, ça, c'est la situation en dehors de toute protection, et on peut dire que, a priori, dans le Code civil, nous n'avons que cela, s'il n'y a pas de protection particulière. Mais à côté, c'est le deuxième point, à côté du droit civil pur, nous avons d'autres systèmes prévus par nos textes qui ne sont pas des protections préétablies, mais qui peuvent protéger la personne. Il y a d'abord le droit de la consommation, avec l'article L122.8, les articles L122.8 et suivants, le code du code de la consommation. C'est l'abus de faiblesse. Je ne suis pas sûr que les personnes qui parfois profitent de la faiblesse ou de la maladie d'une personne pour passer un contrat à des tarifs particulièrement élevés, je ne suis pas sûr que ces personnes aient toujours bien conscience qu'elles risquent 5 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, rien qu'au titre du code de la consommation. Et puis à côté, il y a le code pénal, articles 223.15.2, 225.13 et 225.14 du code pénal. Ce sont les abus frauduleux, je vais simplifier, les abus frauduleux à l'encontre de personnes vulnérables. Et là, les sanctions sont très lourdes, puisque ça peut aller de 3 ans d'emprisonnement, parfois 5 ans, jusqu'à 375 000 euros d'amende. Et là encore, peut-être y aurait-il un effort de pédagogie pour expliquer un peu les risques encourus dans ce type de situation. Donc,
voilà les deux points pour une personne qui n'a pas de protection particulière, qui n'a pas de protection spécifique telle que prévue par le Code civil. Quant aux protections elles-mêmes, troisième point, bien sûr la nouvelle protection dont on a tant parlé, le mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future, c'est apparemment une bonne idée, c'est surtout une idée au départ économique pour décharger un peu le système, le monde judiciaire, le monde administratif, et faire en sorte que la personne elle-même désigne quelqu'un à l'avance pour pourvoir éventuellement à son aide lorsque la maladie se sera développée ou lorsqu'une maladie se sera développée. Alors, c'est une bonne idée, mais en l'état actuel, je ne dirais pas que c'est une fausse bonne idée, mais c'est une idée qui présente bien des difficultés. D'abord parce que le modèle protégé est complexe, les droits du mandataire ne sont pas les mêmes selon que l'on se contente d'un petit écrit privé ou que l'on recourt à un acte notarié, et ça c'est quand même assez ennuyeux. Euh, le fait de permettre la pluralité de mandataires ne fait qu'accroître la difficulté, surtout qu'éventuellement c'est compatible aussi avec d'autres modes de protection, notamment une sauvegarde de justice. Donc tout ça rend un peu le mécanisme complexe. Le contenu même de ce mandat est assez incertain. On discute encore de savoir s'il faut le prévoir très général pour laisser le mandataire libre d'adapter en quelque sorte ses agissements aux circonstances, ou au contraire s'il faut à l'avance brider ce mandataire pour éviter qu'il commette des actes exagérés. C'est un problème qui n'est toujours pas vraiment résolu. Mais surtout, le mandat de protection future, à mon sens, ne résout pas tout parce que euh, peu de personnes, finalement, semble-t-il, risquent de se résoudre à adopter ce système. Il n'y aura que les personnes qui seront sensibilisées dans un premier temps parce qu'elles ont un proche qui est atteint par la maladie ou parce qu'elles ont peut-être des antécédents elles-mêmes familiaux. Mais en dehors de ces cas-là, il est probable que peu de personnes en parfaite santé auront l'idée et prendront l'initiative de désigner un mandataire de protection future. Les statistiques, on peut faire un parallèle avec les statistiques en matière de testament. Vous avez un pourcentage considérable de Français qui disent qu'ils vont faire un testament, mais en fait, il n'y a qu'un petit 10% de Français qui rédigent effectivement un testament. Donc, la personne en bonne santé et qui n'a pas de proches atteints n'aura probablement pas tellement de raisons, parfois même n'aura même pas connaissance de ce système et n'aura pas spécialement envie d'y recourir. Donc déjà là, il y a un problème. Et puis, le risque aussi, c'est que les personnes qui vont y recourir soient déjà des personnes atteintes et dans ce cas-là, il va y avoir un problème, parce que si la maladie s'est déjà déclarée, que la personne le sait, etc., que certains de ses proches le savent, eh bien, il y aura un risque, a posteriori, de remise en question du mandat de protection future lui-même. L'actualité récente, à propos d'une personne fort fortunée, dont la presse a beaucoup parlé, l'approuvait, et il y a toujours cette difficulté, cette possibilité de remise en cause a posteriori de ce mandat de protection future, s'il a été consenti, alors que la personne était déjà souffrante. Alors le quatrième point que je voudrais évoquer, c'est bien sûr, et c'est peut-être l'un des plus intéressants, c'est la sauvegarde de justice. C'est une autre possibilité de protection. C'est une protection qui me paraît extrêmement intéressante dans son principe. Avec la sauvegarde de justice, une personne est totalement libre de tous ses actes, quasiment de tous ses actes. Oui, il y a même eu un temps où parfois certaines personnes en sauvegarde de justice ignoraient même qu'elles avaient ce système de protection qu'on avait demandé pour elles, même s'il y a des visites médicales à assurer. Toujours est-il que c'est un système, me semble-t-il, extrêmement intéressant dans la mesure donc où la personne peut passer tous les actes qu'elle souhaite, mais où, lorsque ces actes seront particulièrement lésionnaires à son encontre, eh bien, il pourrait y avoir une remise en question des opérations réalisées par la personne protégée. Alors, la difficulté, c'est bien sûr qu'il faut quand même faire la démarche. Il y a les expertises médicales, il y a la demande même à faire pour obtenir cette sauvegarde de justice. La deuxième difficulté, c'est que le procédé maintenant, la lisibilité de ce procédé s'est un peu amoindrie, puisque maintenant on peut en plus avoir la nomination d'un mandataire judiciaire, en plus donc de sa simple sauvegarde, ce qui mélange un peu les genres, ce qui rend les choses un petit peu plus floues. Et puis la troisième difficulté, la principale, et ça j'y reviendrai,
c'est le caractère provisoire de cette disposition. Cette disposition ne peut exister que pour un an renouvelable, donc c'est du provisoire. Et il est clair que dans des situations où la maladie risque d'être pérenne et de se développer, ça n'est peut-être pas a priori, tel que le législateur l'a prévu, le système idéal. Donc je dirais la sauvegarde de justice, c'est dans son principe quelque chose de très très bien, me semble-t-il, avec pour l'instant deux difficultés, la durée, trop brève, et puis la nécessité d'y recourir, c'est-à-dire de faire cette démarche particulière tendant à obtenir la protection. Alors ensuite, bien sûr, bon, je vais passer plus brièvement, la curatelle et la tutelle. La curatelle, c'est effectivement un fort bon système, très souple, c'est du sur-mesure, le juge peut faire de la curatelle assouplie, de la curatelle renforcée, peut moduler les pouvoirs que la personne va avoir ou ne pas avoir en fonction des circonstances. C'est effectivement un mécanisme extrêmement intéressant, mais c'est du sur-mesure, comme je le disais précédemment. C'est du luxe. C'est un système, effectivement, qui demande une analyse très fouillée de la situation de chacune des personnes concernées. Enfin, la tutelle, on le sait, c'est la représentation pure et simple, ça n'est plus l'assistance comme la curatelle, c'est la représentation pure et simple, et là c'est un système quand même d'une assez grande lourdeur. Si j'ajoute qu'aujourd'hui on a beaucoup compliqué les choses avec la pluralité possible de tuteurs, etc., et bon, sans compter le subrogé tuteur, bon, même si on a un petit peu allégé récemment, et notamment si on a permis à la personne en tutelle, avec autorisation du juge, de consentir des donations à qui elle le souhaitait, de consentir des legs, etc. Malgré tout cela, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd et qui ne peut, me semble-t-il, se justifier que lorsque vraiment une personne est totalement hors d'état de manifester sa volonté, ou quasi totalement hors d'état de manifester sa volonté. Donc, pour résumer sur ces 6 points, je dirais que les systèmes de protection actuels sont incontestablement de bons systèmes, mais ils sont d'ailleurs assez nombreux, me semble-t-il, mais ce sont des systèmes coûteux. Je ne suis pas certain que notre société, d'après ce qu'on nous dit en tout cas actuellement, soit en mesure de continuer à financer ces mécanismes, surtout si le nombre des personnes malades ne cesse de croître. C'est coûteux, et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, je dirais presque que ce sont des protections de luxe, parce que c'est du sur-mesure. Alors si on peut conserver effectivement ces mécanismes, eh bien tant mieux, mais je ne suis pas persuadé qu'effectivement on puisse, si il y a un nombre très très important de malades, que l'on puisse continuer à effectivement rendre efficaces ces procédés. Alors cette remarque m'amène donc tout naturellement à évoquer dans une deuxième partie, et là je serai bien entendu beaucoup plus prudent, à évoquer la prospective. En 6 points là encore. D'abord le premier point, c'est une réflexion. On a tendance aujourd'hui à réformer, réformer, re-réformer, sur-réformer. Tous les juristes l'ont dit depuis fort longtemps, il ne faut légiférer qu'en tremblant. Je crois qu'il faut être très très prudent, surtout là où on touche au cœur de l'humain. Je crois qu'il faut réfléchir et ne pas vouloir réformer à tout prix comme le législateur a trop tendance à le faire aujourd'hui. Et puis si on réforme, eh bien peut-être peut-on aménager l'existant et non nécessairement faire à tout prix du nouveau. Donc c'est dans cet esprit de prudence que je voudrais inscrire mes propos. Qui plus est, je ne suis pas sûr qu'il faille trop se lier les mains pour le futur, car après tout, il n'y a pas à désespérer de la recherche médicale, et il est tout à fait possible que dans un avenir relativement proche, on trouve des thérapies efficaces. On l'a vu pour d'autres maladies qui n'ont aucun rapport, mais des maladies endémiques, on a vu récemment qu'on a pu trouver effectivement, et assez rapidement finalement, des dispositifs qui permettent, sinon de supprimer la maladie, du moins d'en atténuer les effets les plus importants. Donc après tout, il ne faut peut-être pas mettre en place des systèmes extrêmement lourds pour finalement, je l'espère du moins, une solution qui sera thérapeutique et médicale. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a peut-être pas que le droit pour résoudre les problèmes. Et j'en parlais avec un spécialiste il y a très peu de jours. Je pense que l'informatique et la robotique peuvent aussi apporter beaucoup, en dehors même du cadre juridique.
On peut réfléchir, et je sais que certains le font, à des logiciels d'aide au quotidien, qui pourrait être programmée au fur et à mesure par la personne elle-même et au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie. Là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on m'en a dit me paraît extrêmement prometteur. Et peut-être qu'avant de réformer le droit, peut-être qu'on pourrait aussi explorer ces pistes. Je pense qu'effectivement, nos amis japonais notamment sont très en pointe sur ces questions de robotique et d'assistance en tout genre, et notamment ces robots programmables au fur et à mesure que des défaillances apparaissent et que la personne elle-même prend conscience de ces défaillances, on pourrait constituer des logiciels, là encore, adaptés à la personnalité de chacun. Et je pense que là, il y a peut-être une piste aussi très intéressante sans nécessairement réfléchir à tout changer. Le troisième point que je voudrais évoquer pour le futur, c'est peut-être d'abord, encore une fois, l'action pédagogique, faire connaître. Et je pense que le site sur lequel je m'exprime aujourd'hui est bien placé pour le faire et le fait avec efficacité, mais je crois qu'il faut continuer cette action, faire connaître les protections existantes, les mécanismes existants, et on parlait du mandat de protection future tout à l'heure, effectivement, il est nécessaire de le faire connaître encore plus pour que peut-être, effectivement, les gens prennent conscience de l'utilité d'y recourir, comme on a fait aussi des campagnes, par exemple, pour le don d'organes, et où des personnes qui, a priori, n'avaient absolument pas l'idée de le faire, ont prévu des dispositions en ce sens. Eh bien, peut-être que des grandes campagnes de sensibilisation à la protection des majeurs en difficulté ayant des facultés cognitives altérées, eh bien, peut-être que ces campagnes seraient utiles, et peut-être qu'elles permettraient aussi, même parfois aux juristes, d'éviter de se surprotéger. Je pense au monde du notariat, je pense au monde de la banque, où parfois, actuellement, une personne qui n'a aucune protection et qui normalement a tout à fait liberté d'agir, se voit, je dirais pas exiger, mais fortement conseillé de fournir tel ou tel certificat médical pour justifier de son état, alors que cette personne n'est pas protégée et que même si sa maladie est déclarée, a priori, ça ne regarde pas les tiers et ils n'ont pas a priori à exiger tel ou tel certificat médical supplémentaire. Donc, je pense que là, un effort de divulgation de l'information pourrait être fort utile. Alors maintenant, si on en vient aux possibilités de réforme, mais là encore, peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour dans quelques années, si hélas on ne parvient pas à éradiquer la maladie et si elle devient de plus en plus fréquente, euh, la première idée qui pourrait venir à l'esprit, ce serait de créer simplement une présomption, une nouvelle présomption, certes il y en a déjà beaucoup, mais peut-être une présomption, peut-être même irréfragable, qui justement, alors cette fois, officialiserait la pratique, c'est-à-dire que pour les personnes non protégées mais malades qui le souhaiteraient et qui souhaiteraient se manifester ainsi, ces personnes pourraient éventuellement fournir un certificat médical fourni par un médecin, évidemment par un expert agréé, attestant des capacités cognitives de la personne, en même temps qu'elles effectueraient un acte notarié ou un acte sous contreseing d'avocat, puisque maintenant il y a aussi ce type d'acte, et à ce moment-là, on pourrait peut-être établir légalement une présomption irréfragable de validité de l'acte. Voilà une piste possible, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être. Il y a sûrement des critiques à faire. Hein. Bon, c'est une simple proposition. Je ne suis pas forcément le seul à l'avoir faite d'ailleurs. C'est une possibilité qui permettrait quand même, sans recourir à un système de protection, à ménager le futur et à éviter effectivement un risque de nullité a posteriori des actes conclus. La deuxième piste possible, ce serait simplement d'aménager l'existant et peut-être de prévoir pour la sauvegarde de justice la possibilité de l'établir, non plus seulement pour un an renouvelable, une fois et une seule fois, mais pour 5 ans renouvelables, comme on peut le faire pour la curatelle ou la tutelle. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce pourrait être un mécanisme plus adapté à une maladie qui peut évoluer encore une fois très 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 lentement. Et donc cette protection que pour les actes particulièrement graves et lésionnaires, protection a posteriori qui encore une fois n'empêche aucun acte de la vie juridique, je pense que ce pourrait être effectivement une solution à condition qu'elle ne soit plus provisoire, qu'elle ne soit plus limitée à un temps restreint comme c'est le cas jusqu'à présent. Et puis alors la dernière proposition, c'est
la plus révolutionnaire. Les propositions que je viens de faire sont intéressantes surtout et aussi pour les personnes jeunes, pour les personnes qui risquent d'avoir cette maladie autour de la trentaine ou de la quarantaine. Effectivement, la présomption que je viens d'évoquer ou la sauvegarde de justice étendue, ça pourrait être des systèmes performants et intéressants. Pour les personnes âgées, et effectivement, on nous dit que statistiquement, le nombre des personnes âgées ayant des facultés cognitives défaillantes, alors que par ailleurs physiquement, elles n'ont pas ou pratiquement pas de difficultés, on nous dit que ce nombre va sans cesse croissant, les chiffres sont assez affolants, du moins les prédictions, les prévisions plutôt, qu'on nous annonce sont assez inquiétantes. Il y a peut-être une piste que j'avais déjà proposée lors d'un colloque précédent, c'est la piste de la seniorité. Alors le mot ne doit pas effrayer parce que c'est vrai que il semble le parallèle parfait de la minorité, et lorsqu'on parle d'un côté de seniorité, de l'autre de minorité, on se dit voilà, oh là là, à partir d'un certain âge, on va être comme des enfants. Non, c'est pas tout à fait ça l'idée, même si le mot peut le laisser penser. Seniorité n'est pas seulement péjoratif. Les historiens des civilisations le savent. La seniorité, ça a pu être aussi le pouvoir par les plus grands, par les plus âgés, par les plus vieux. Donc ça n'est pas forcément un mot péjoratif, la seniorité. Et puis d'ailleurs, peu importe le mot qu'on utiliserait pour encadrer, pour dénommer pardon, ce système, l'originalité de ce système, ce serait de prévoir une protection sans déclaration préalable, sans démarche préalable, automatique, à partir d'un certain âge. C'est-à-dire qu'automatiquement, à partir d'un certain âge, qui serait déterminé, actuellement dans un des pays qui a un mécanisme très proche, c'est 65 ans, c'est très jeune par rapport à notre moyenne d'âge française, donc on pourrait très bien prévoir un âge beaucoup plus élevé en France, mais c'est un système qui permettrait à toute personne atteignant cet âge à déterminer de bénéficier d'une protection à peu près identique à celle que l'on a dans la sauvegarde de justice, c'est-à-dire liberté totale d'agir, sauf que, eh bien, lorsque quelqu'un a profité de l'opération, lorsque un acte est particulièrement défavorable à la personne qui l'a conclu, eh bien, on peut remettre en question d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être une nullité, ça pourrait être simplement une récision pour cause de lésion, comme avec la sauvegarde, peu importe. Enfin, pour l'instant, tout cela peut être ouvert à la discussion. Mais ce serait une protection systématique, possible, sans démarche préalable, mais simplement liée à la survenance d'un certain âge, une présomption de vulnérabilité en quelque sorte. Alors, ça n'est pas péjoratif. Encore une fois, ça peut être extrêmement intéressant. Euh, c'est difficile à faire admettre en France. Nous sommes un pays où on n'admet même pas que l'on puisse refaire passer un examen médical pour continuer à conduire une automobile, même lorsqu'on a un âge très avancé. Donc il est vrai que ce sera probablement assez difficile psychologiquement à faire admettre un jour. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien, par exemple, depuis 2003 au Brésil. Et en contrepartie, au Brésil, eh bien, il y a un système de priorité systématique pour les personnes qui ont l'âge de seniorité. C'est-à-dire que bien sûr, donc elles ont cette protection, mais en contrepartie, est-ce que d'ailleurs c'est une contrepartie, c'est peut-être même en plus, elles peuvent accéder à tous les transports en commun, à tous les services publics, etc., de manière systématiquement prioritaire, et le plus souvent gratuite, et enfin, sans démarche préalable. Chez nous, en France, pour avoir la carte dite senior ou que sais-je, il faut faire la démarche, il faut payer en plus, c'est pas gratuit. La contrepartie, donc, ou le point de complément, ce serait effectivement un système de priorité pour les seniors dans toute la société française. Alors, voilà les 6 points que je voulais évoquer sur le futur possible. Je ne pense pas avoir été exhaustif. Je sais que d'autres ont encore d'autres pistes à évoquer. Mais je pense ainsi avoir un peu ébauché, déblayé un tout petit peu le terrain.